Merci beaucoup pour ce bon accueil. Je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi. Effectivement, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est un extrait ou une synthèse de cette étude Nature, Santé, Engagement vers une nouvelle approche à la transition, de la transformation écologique. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de vous lire un petit texte. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Ce texte est tiré d'une grande ONG française pro-environnementale. Le réchauffement climatique est un problème majeur posé à l'humanité tout entière et la crise s'aggrave. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et l'année 2021 est la plus chaude jamais enregistrée. La Terre se réchauffe, les calottes glaciaires fondent, les catastrophes climatiques se font plus fréquentes, plus intenses. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés climatiques déjà une réalité. Notre planète se dérègle, c'est incontestable, et l'être humain est responsable. Les scientifiques sont unanimes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Alors je vois quelqu'un au premier rang qui rit. Je pense que c'est un rire nerveux. En fait, aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété. Il y a même quelqu'un ici qui voulait Voilà, et ben, c'est triste, le geste fait est évocateur. En fait, 93% des jeunes s'estiment extrêmement inquiets par la situation environnementale, au point pour certains de commettre l'irréparable en lien avec cette angoisse climatique. 47% des Français, d'après une étude réalisée par nous avec l'Institut Think, considèrent que le discours dominant décourage de passer à l'action. D'après les neuroscientifiques, eh bien, cet état d'urgence permanent fait que nous sommes dans la peur, nous sommes prostrés ou nous sommes en colère. On peut arriver à un état qu'on appelle de résignation apprise, où même face à des solutions, on n'agit plus, on ne s'en saisit plus. Alors, que faire ? Eh bien, imaginez un autre récit, un autre chemin d'engagement écologique. Et pour ça, petit pas de côté, interrogeons-nous sur notre relation à la nature. C'est ce que disait le monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était assis à ma place juste avant. Est-ce qu'on peut réinterroger notre relation au vivant ? Peut-être vous surprendre un petit peu, se dire que 90% du temps que l'on passe en journée est à l'intérieur. 90%. 40% des enfants qui ont entre 4 et 10 ans ne passent pas de temps en extérieur pendant la semaine, en dehors de la cour de récréation. Aujourd'hui, à tel point que l'on considère, que l'on en vient à parler, d'après Robert Pyle, d'une extinction de l'expérience de la nature ou d'une amnésie environnementale. La nature a disparu, étude à l'appui, de nos chansons, de nos dessins animés, de notre imaginaire. Et 41% des Français considèrent qu'ils n'ont plus vécu, qu'ils ont oublié ce que c'était qu'une vraie expérience de nature. Si vous demandez à vos enfants de reconnaître un toucan, il saura, de reconnaître un merle, il aura du mal. Interrogez-vous, connaissez-vous la différence entre un fruit et un légume ? Ah oui, en dehors de dire que la tomate est un fruit et non pas un légume, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Tout ça va dans le sens de dire la nature, ça n'est pas que nous l'agressons, c'est que nous l'avons oubliée. Et la phrase choc que je veux partager avec vous, c'est « on ne protège que ce que l'on aime et l'on n'aime que ce que l'on touche ». Et donc le chemin écologique que je me propose de partager avec vous, et si nous nous reconnections avec la nature ? Et une manière de le faire, c'est de redécouvrir l'infinie largesse de ses bienfaits. La largesse des bienfaits de la nature. Saviez-vous, d'après une étude à la NASA réalisée sur 1 million de personnes pendant 11 ans, grâce à des satellites qui examinent la quantité d'espaces verts autour de nous, eh bien, que avoir des espaces verts dans un rayon de 200 à 300 mètres mauvais lapsus, eh bien, augmente l'espérance de vie en bonne santé de 7 à 8 ans. C'est quand même incroyable. On a des chiffres comparables sur les bienfaits d'avoir 10 arbres dans son pâté de maison. Les bénéfices dont on parle sont de l'ordre de diminution de taux de mortalité ou de risque de mortalité de 8 à 12%. On est sur quelque chose de majeur. Les bienfaits de la nature sont multiples, physiques, en termes de diabète, maladie cardiovasculaire, respiratoire, maladies chroniques, sans même parler de l'impact sur nos enfants qui ont moins de myopie lorsqu'ils suivent des cours dehors,
qui connaissent des taux de délinquance inférieurs. Il suffirait d'avoir une exposition de 30-40 secondes à des images de nature pour voir notre rythme cardiaque s'abaisser. Une balade en forêt, d'après le chercheur Lee, qui est un spécialiste du Shirin-yoku, qui est le bain de forêt ancestral japonais, publié dans des revues scientifiques, revues par des pairs, eh bien, démontre que les bienfaits pour notre corps d'une balade en forêt sont rémanents pendant 90 jours. Non, j'ai mélangé deux chiffres, pardonnez-moi. Pendant 30 jours. Bref, c'est le cas en termes de bienfaits physiques, c'est le cas en termes de bienfaits émotionnels. Si on fermait les yeux et qu'on se réinterrogeait sur les bienfaits de notre dernière expérience en nature, on aurait des mots qui nous viendraient comme apaisé, serein, détendu, en reliance, selon son champ lexical, parfois enthousiaste, plein de vie, d'énergie. C'est ça l'expérience de la nature. Et puisque ce forum est dédié à l'eau, eh bien, un chercheur de la London School of Economics, McKinnon, qui a fait une étude grâce à une application sur smartphone, Mappiness, vous voyez le petit jeu de mots, Maps Happiness, qui a interrogé les gens sur leurs émotions et l'a croisé avec leur positionnement GPS. Et ce sont les étendues d'eau sauvage qui délivrent le plus grand bénéfice émotionnel. Viennent ensuite les étendues végétalisées non, les espaces verts sauvages, et ainsi de suite, avec tout en bas le béton. On pourrait continuer ainsi. Les gens qui sont engagés et connectés à la nature trouvent plus de sens dans leur existence que ceux qui sont mariés. C'est comme incroyable. Et ce chiffre date d'avant le confinement, pour tous ceux qui réfléchissent aux conséquences de passer autant de temps en famille dans quelques murs. Les bienfaits de la nature sont donc liés aux émotions, au physique. Ils sont également sociaux. Ils sont même développementaux. Alors, que faire de tout cela? Eh bien, peut-être se dire, la redécouverte de ces bienfaits est une manière de nous engager en faveur de la nature. Et pour cela, comment faire? Eh bien, se reconnecter à la nature. Le mot fait très New Age, et pourtant, il ne s'agit rien d'autre que de redécouvrir la biodiversité ordinaire, celle de proximité, et voir comment on la comprend, on la touche, on l'examine, on s'y baigne au sens métaphorique. Dans des villes, cela pourrait passer par le fait de développer des bâtiments à biodiversité positive, dans lesquels, en tant qu'habitant, on est reconnecté au vivant. Pour certaines villes, de créer comme à Nantes, eh bien, des étoiles vertes, dans lesquelles, par 250 km de suite en étoiles, on peut toujours rester près d'une trame verte ou d'une trame bleue. Ça pourrait passer par, comme le mouvement qui s'intitule Tous dehors France, eh bien, réimaginer une pédagogie et un exercice éducatif qui soit au maximum dehors et en nature, pour des bienfaits psychomoteurs, pour des bienfaits émotionnels, pour des bienfaits développementaux. Ça pourrait passer également, pour parler à tout le monde et qu'on ne soit pas dans un imaginaire bien pensant misérabiliste, eh bien, faire des bonnes grosses stuff en nature, des disco-soupes, écouter de l'électro en ayant un économe à la main et mélanger le fait d'éplucher des légumes, faire une bonne nourriture ensemble et en même temps écouter de la zik. Bref, on a la possibilité dans nos bureaux d'imaginer une gouvernance organique, c'est-à-dire inspirée du vivant. On peut utiliser les principes biophiliques au sein de notre logement pour les végétaliser, mais aussi adopter des motifs fractaux, c'est-à-dire géométriques, qui, inspirés de la nature, nous apaisent, nous font du bien. Plus les motifs architecturaux sont complexes, plus ils sont identiques d'échelle en échelle, au niveau macro, au niveau plus fin et au niveau micro, plus notre cerveau a le sentiment d'être entouré de complexité, de foisonnement, de richesse, de vie, et plus ça nous fait du bien. Vous voyez que je parle de ça à la fois posé et en même temps vous sentez qu'il y a de la passion derrière qui est vraiment prête à sortir, mais on est aussi dans un lieu institutionnel. Ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, c'est qu'on a un chemin d'engagement qui est unique, un chemin qui n'est pas misérabiliste, un chemin qui nous dit oui,
il faut agir en faveur de la planète, de nos ressources, de la nature pour des raisons morales et des raisons d'urgence. Mais on peut aussi recréer un chemin de motivation intrinsèque, profonde, qui nous permette, qui nous donne de l'énergie pour agir pour la nature. Et pour aller dans ce sens, pour vous apporter une preuve de cela, parce qu'on pourrait se dire, oui, donc je vais aller me balader en forêt et le monde va changer. C'est l'association Carbone 4 qui rappelle que la somme des comportements écologiques, héroïques, divisé par 3 la quantité de vêtements qu'on achète, manger 100% végétarien, ainsi de suite. La somme de tous ces comportements héroïques, eh bien, atteindrait 10 à 25% des objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par la COP21. C'est déjà pas mal, il faut se rappeler ça. Mais ça n'est pas suffisant. Alors en quoi le chemin que la Fabrique Spinoza propose pourrait aider? Eh bien, je vais prendre un exemple. Lorsque Gérard Boss, le patron Monde Biodiversité de l'UICN, emmène des chefs d'entreprise ou demande à des alpinistes d'emmener des chefs d'entreprise en montagne, ils reviennent émerveillés. Ils ont un mot à la bouche, ils disent « reconnected ». Ils se sont reconnectés de manière profonde à la nature. On parle d'une expérience de awe, A-W-E, effet wow, admiration, fascination, émerveillement devant la nature. Cette expérience-là de connexion avec la nature profonde, elle est possible, on est souvent et nombreux à l'avoir vécu. Lorsqu'on la vit, on reconfigure notre relation au monde. Si on interroge, c'est publié dans une revue scientifique, des personnes, on leur demande, après avoir vécu cette expérience-là, de dessiner sur une petite grille quadrillée où on a placé un soleil d'enfant avec des petits rayons en haut à droite. On leur demande de dessiner eux-mêmes. Ils font un bonhomme. Le bonhomme en question est plus petit lorsqu'ils viennent de vivre cette expérience de « oh ». Mon sentiment de préoccupation de moi-même est moindre. Je suis relié au monde. Le monde a plus d'importance que ma petite personne. Et donc, on est en train de démontrer que cette reconnexion à la nature, possible dans plein d'espaces, elle nous permet de nous changer en profondeur dans notre relation au monde et jusque dans nos préférences. Cette reconnexion à la nature est toujours publiée dans des revues scientifiques. Elle me rend plus prosocial, plus altruiste. Elle me rend plus engagé en termes environnementaux. Elle change ma manière de voir le monde et de consommer. Et donc, si on rassemble ces propos, ce qu'on est en train de dire, pour conclure, c'est que ce chemin, il est même potentiellement à redessiner de nouveaux secteurs économiques. Où tout d'un coup, parce qu'être en nature diminue mon craving, mon envie irrésistible d'acheter quelque chose, eh bien c'est peut-être la possibilité de développer une économie de la connaissance, de la culture, du digital, du soin, de la personne, du care, de l'énergie verte et ainsi de suite, de la relation finalement. Voilà, je terminerai en disant que nous avons la chance extraordinaire de concilier d'un côté une approche urgentiste face au climat et de l'autre une approche hédoniste et qui fait le lit à la fois de notre amour d'une vie bonne, de notre amour de l'être humain et notre amour de la nature. Je vous remercie.